La green technology définit toutes les technologies créées dans le but de résoudre ou de s'adapter aux problèmes climatiques. Elle est envisagée comme une réponse viable, un acte de résilience. La fabrication de nouvelles technologies est un des facteurs majeurs de la pollution sur Terre et du dérèglement climatique. Elle nécessite des ressources métalliques non renouvelables et aggrave les difficultés à recycler correctement. On se retrouve à répondre au problème en l'aggravant. Après un état de choc, il faut savoir proposer une solution sensée et réfléchie. Pourquoi s'obstine-t-on à se tourner vers la technologie quand elle fait partie du problème ? Il faut déployer notre énergie et nos budgets vers des secteurs qui s'attellent à préserver notre environnement plutôt que le remplacer. Arrêtons de construire et faisons avec ce qu'on a déjà. On se souvient tous de ce tout premier ami qu'on a eu lorsqu'on était tout petit, et ce, même si on ne lui parle plus depuis des années. Cela montre bien l'importance de l'amitié dès l'aube de notre vie et à quel point elle nous marque. Mais parfois, il arrive que l'on vienne à sacrifier notre amitié. Mais au nom de quoi ? Pour les philosophes, nous cherchons la vérité par-dessus tout. Socrate disait « Mes amis, il n'y a pas d'amis ». Il arrive que l'on ne partage plus les mêmes convictions qu'un être qui nous est cher. On prend donc la décision de ne plus être ami avec lui. C'est une rupture amicale. Et après coup de cette rupture, que faire ? Au début, on ressent un vide sidéral qui nous aspire sans cesse, comme un trou noir. Puis petit à petit, vient la résilience. On cultive les souvenirs que l'on a partagés avec cette personne, en se disant qu'elle nous manque. Puis on rencontre d'autres personnes avec qui on crée de nouvelles relations. Les souvenirs deviennent lointains et on y repense seulement de temps à autre. Parfois avec le sourire, parfois avec amertume. Et la personne finit par devenir un étranger. C'est ça qui est si injuste lorsque l'on aime. On pense que l'être aimé partagera notre vie jusqu'à la fin, alors qu'il n'aura finalement été que de passage. Mais quel sens aurait la vie si l'on n'aimait pas ? Je pense comme Aristote que l'amitié est le bien le plus précieux et le principal fondement de la société. Car sans amis, personne ne choisirait de vivre, même pourvu de tous les autres biens. Ma résilience. Quand on a un traumatisme, je pense qu'on va pas mieux en se disant qu'il faut qu'on le soit. C'est plutôt l'instinct de survie qui prend le dessus. Je m'en suis sorti, miraculé. Tout était flou autour de moi, je comprenais plus ce qui se passait. J'entendais des tirs, des cris partout. En fait, ma tête était restée là-bas. Après l'attentat, ma vie était sur pause. Et quand on veut sortir d'une dépression, faut avoir le déclic. Et un jour, je l'ai eu. J'ai compris qu'il fallait que je reprenne le contrôle. Mon traumatisme, certes, il a fait de moi qui je suis. Il m'a causé de la tristesse, de la haine, de la colère même. Mais elles m'appartiennent aujourd'hui. Et la vraie question, c'est comment je peux m'en servir pour avancer. Et puis je me suis mis à la natation. J'allais nager tous les jours. J'ai mis toute cette énergie dans le sport. J'ai finalement gagné des compétitions, remporté des coupes. En fait, ce que je pensais être le frein est devenu le moteur de ma nouvelle vie. Comme une formation. Tout ce qui constituait mon mal-être s'est assemblé pour me donner la force d'aller plus loin. Évidemment, je souhaite à personne de vivre ça. Mais finalement, après cette épreuve, ma perception de la vie, elle a radicalement changé. Et je me suis reconnecté à moi-même.
Euh, J'espère que tu vas bien. Désolée de ne pas avoir donné de nouvelles ces derniers temps. C'est juste qu'après mon anniversaire, j'avais grave l'impression que, je sais pas, que vous me détestiez tous. C'est idiot, je sais, mais il y a des fois, juste le fait de penser qu'on puisse tenir à moi, bah, ça m'angoisse et je préfère fuir. J'ai beau être entourée, j'ai l'impression d'être à part, comme dans une bulle ou comme si je regardais la scène de loin et que j'en faisais pas vraiment partie. Je sais que c'est pas correct d'avoir ignoré vos appels et vos messages, mais la vérité c'est que plus je recevais de messages, plus j'avais envie de me cacher ou de me faire toute petite. J'ai paniqué quoi. J'ai paniqué et plus je me cachais, plus j'avais honte de revenir vers vous. Du coup, je me suis renfermée encore plus. Un sacré cercle vicieux. Ouais, pourtant je vous aime. Je crois que c'est parce que je vous aime que j'ai eu peur. J'ai eu peur que ce soit pas réciproque ou plus réciproque. J'ai eu peur que vous partiez tous et me retrouver toute seule comme avant. Alors j'ai repoussé tout le monde. Je sais, c'est pas logique. Mais maintenant, ça va mieux. I love you, Nora. You love me. Oh, I don't know, Jack. You're the only girl I've dated. In 2 months, we get along fine. You do love me, don't you? Depuis votre enfance, vous rêvez de rencontrer la personne avec qui partager votre existence. Mais au contraire, vous êtes triste et seul, et vous ne pouvez plus voir la gueule. Si vous venez de vous faire quitter, et vous devez payer tout seul le loyer. Si vous ne pouvez plus faire du vélo tandem, et vous marchez comme une âme en peine. Si vous ne pouvez plus commander un menu love chez Domino's. Si vous vous consolez en écoutant Adèle, avec pour seule compagnie votre chat Michel. Si vous êtes angoissé, désespéré, découragé, malheureux, chagriné, torturé, appelez le 36 68 30 404, la solution la plus pertinente pour des célibataires exigeants, des candidats sur mesure pour se remettre après une rupture. 36 68 30 404, 36 68 30 404. Bienvenue dans le monde de Days. Days est un univers virtuel dans lequel naviguent des millions d'internautes dans le monde entier. Vous pouvez y accéder facilement à l'aide d'un casque de réalité augmentée. Ici, vous pouvez échanger avec tous les membres inscrits, faire du shopping, voir des spectacles, travailler, voyager ou investir. Nous vous invitons dès à présent à entrer dans le monde de Days. Pour rejoindre notre communauté, commencez par créer votre avatar. Vous pouvez le personnaliser à votre goût, choisir ses vêtements, sa coiffure et ses accessoires. Sur Days, tout est possible. Vous pouvez être qui vous voulez et vivre la vie dont vous aviez toujours rêvé. Établir un lien entre l'antifragilité et la technologie. L'antifragilité est un concept propre aux êtres vivants. Résister puis s'adapter aux chocs de la vie est ce qui nous permet d'évoluer. Parfois on peut s'y sentir écrasé et être en incapacité de réagir par sa nature contraignante. Bien sûr, il est tout de même possible d'avoir les moyens pour résister aux chocs.
Cependant, peu importe la durée de notre résistance, si elle finit par faiblir complètement, au mieux, nous sommes robustes ou résilients, mais nous restons fragiles. En revanche, dans le cas contraire, où on profite de ces événements imprévus pour justement s'améliorer et puis se diriger vers une autre voie qui peut s'avérer intéressante et sans aucune perspective de descente inexorable, alors nous entrons dans la vie antifragile. Et qu'en est-il des robots ? Ce ne sont pas des êtres vivants, donc on ne peut pas calquer ce principe d'antifragilité aussi facilement. Pourtant, ils ont la capacité de nous imiter. Peut-on utiliser le même concept ou alors faire le rapprochement avec la science de la cybernétique ? Face à un choc, la machine cybernétique utilisera la notion de feedback. C'est avec cette technologie qu'on arrive à obtenir des machines capables de mimer le comportement des êtres vivants. Grâce à cette notion, ils sont capables d'apprendre de leurs erreurs comme nous. Ceci étant dit, même si les robots arrivent à parfaire l'illusion d'antifragilité et à nous imiter de mieux en mieux, au bout du compte, cette illusion reste tout de même artificielle. Ils savent tout de vous, vos numéros de téléphone, vos adresses e-mail, vos prénoms, vos noms de famille. Et la manipulation, elle commence là. Une attaque virale de type ransomware a été détectée sur le réseau informatique. Nous avons encrypté vos données pour les déverrouiller. Rentrez la règle d'or de la cybersécurité. À la Renaissance, nous avons découvert la perspective et nous avons commencé à tracer des lignes sur le paysage. Puis nous avons continué, traçant toujours plus de lignes et plus loin, à tel point que nos modes de vie risquent d'engendrer des crises dont nous ignorons encore la portée. Mais nous sommes poussés par un biais cognitif qui date du Paléolithique à rechercher la performance sans relâche. Prenons l'exemple des panneaux solaires. En quelques décennies, leur rendement a été multiplié, passant de 10% à près de 50%. Regardons à présent la nature. Nous pensons souvent qu'elle fonctionne comme une machine ultra performante. Tout semble bien ordonné et organisé. Les plantes, grâce à une chimie quasiment miraculeuse, transforment la lumière en matière. Ce sont les chloroplastes, présents dans les cellules des feuilles qui absorbent les rayons solaires. Mais en les étudiant de plus près, on se rend compte que les plantes, loin d'être performantes, ne captent que 2% au maximum de l'énergie solaire. Ce rendement presque nul est dû au fait qu'elles n'absorbent que les rayons bleus et rouges, les plus éloignés l'un de l'autre sur le spectre, et qu'elles reflètent le vert, d'où leur couleur. Cette sous-optimalité, qui paraît inefficace à première vue, leur permet en fait de s'adapter aux moindres aléas climatiques et de faire face à l'incertitude. Finalement, la sélection naturelle a favorisé au cours des 3 milliards d'années de leur existence les plantes les moins performantes, mais les plus résilientes. Après, c'est sûr, quand c'est la mère qui fait une chimiothérapie, ça touche forcément les enfants en fait. Waouh, on doit sortir des trucs vraiment privés là. Après avoir eu toutes ces histoires, entre guillemets, ces soucis, j'ai bien compris que fallait vivre le moment présent.
En fait, après une chimio, tu prends la vie avec tellement plus de légèreté que tu t'en fous totalement en fait de ce que les gens peuvent penser, de ce que tu fais, etc. Je pense qu'aujourd'hui je prends beaucoup plus de recul et j'ai moins peur de parler de mes soucis, que ce soit physique ou mental, peu importe. Je sais que je peux partager parce qu'on a tous gagné en sensibilité sur ces points-là. Je pense que c'est une épreuve de la vie en fait. Et dans tous les cas, t'en sortiras plus fort. Ça t'apprendra des choses sur toi. J'ai pas forcément peur d'avoir un cancer, etc. Par exemple, si j'ai des analyses à faire et que j'attends les réponses, je me prépare quand même en fait à entendre une très mauvaise nouvelle. Je pense que aujourd'hui, mon point de vue sur la vie, il est différent. Je vois pas les choses de façon triste, mais plus de façon réaliste, où j'essaie de me poser des questions et de m'interroger sur les peurs que je peux avoir. J'ai pas du tout compris la question. Elle est en mode choc, chargée à 200. Les sentiments s'éteignent donc ainsi, avec ce cœur qui cesse de battre. Reviens. Qui me parle? Ce sont mes pensées? Y a quelqu'un? Est-ce une injure à ceux qui continuent de leur dire que je m'arrête? Ne nous laisse pas, je t'en prie. J'ai aimé de toute mon âme, de tout mon corps, mais aussi j'ai bravé la douleur. Pense à moi, à nous, à tous ceux. Je décide de vivre encore, d'aimer encore, d'y croire encore. Une dernière fois, cherchez à 150. Aimer? J'ai voulu aimer et je continuerai. Pour vous, amis, amants, famille, je me battrai encore et encore. Nous sommes le 7 février 2000. À l'âge de 18 ans, Michael Jérémiaz est victime d'un accident de ski qui le laisse paraplégique. Après l'opération commenceront 9 mois de rééducation, durant lesquels Michael se consacrera à la pratique intensive du sport. Il commence alors une carrière professionnelle de joueur de tennis en fauteuil roulant. 4 ans après son accident, il remporte 2 médailles aux Jeux paralympiques d'Athènes. En 2005, il est numéro 1 mondial et devient médaille d'or aux Jeux de Pékin en 2008. Michael Jérémiaz est devenu un symbole de résilience et de reconstruction des personnes handicapées, notamment à travers la pratique du sport. Porte-drapeau pour représenter la France aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio, il participe à l'accompagnement des personnes en situation de handicap avec son association Comme les autres. Les insectes sont fascinants. Je passais mon temps à les observer. Les autres voulaient pas de moi, alors mon plaisir était de contempler leurs détails, leurs caractéristiques. Ils étaient tous très différents. Mais alors pourquoi moi, je n'avais pas le droit d'avoir 2 couleurs? Eh la vache, ils disaient. Du coup, je faisais de mon mieux pour les cacher. C'était moche, mais je pouvais rien y faire. C'était mon corps. J'avais pas tellement l'impression d'être malade. J'avais juste des taches. À force de voir que je n'étais pas la seule discriminée pour sa différence, j'ai compris que les gens avaient en fait tendance à oublier que la variété est une force. L'inconnu est traité comme indésirable. Mais je voyais bien que la richesse était sous nos yeux, dans les détails qui nous constituent. Alors quand j'ai réussi à chérir ma peau, j'ai aussi décidé que je ferais tout pour protéger la diversité qui essaye de vivre tout autour de nous. Le pigeon antifragile. À l'ombre d'un banc public fanfaronnait un pigeon athlétique. D'un naturel séducteur, il gagnait tous les cœurs.
Mais, un matin d'été, tout allait basculer. Dans une courbette affriolante, à l'attention d'une passante, s'imaginant roi du bitume, comme il en a coutume, il se pavane, trébuche et chute. Tant et si bien qu'un bolide le percute. Étourdi, mais vivant, il réalise hébété que sa jambe est estropiée. Adieu ces airs de Don Juan. Fini le charme et la passion, il lui fallait trouver une solution. Privé d'une patte, il avait désormais tout d'un pirate. Qu'à cela ne tienne, il irait explorer des mers lointaines. Le voilà à Bali, sans rancœur ni souci. Il n'est point de fatalité pour qui sait imaginer. Maman m'a emmenée voir une dame. Elle m'a dit qu'elle était psy et qu'elle allait essayer de parler avec les voix qu'il y a dans ma tête. On a discuté pendant au moins 1 heure. Elle a dit des mots un peu bizarres comme trouble dissociatif de l'identité, syndrome du stress post-traumatique, mécanisme de défense. J'ai pas tout compris, mais maman m'a dit qu'elle était là pour m'aider. Apparemment, j'ai le TDI. C'est dû à du stress ou à des traumatismes répétés. Et que ça n'arrive que quand on est enfant, avant l'âge de 9 ans il paraît. Moi, je ne m'en souviens pas. On m'a juste dit que les gens normaux sont tout seuls dans leur tête et qu'ils n'ont pas de monde imaginaire où ils peuvent se réfugier. Mais comment font-ils les autres pour être tout seuls ? Je sais qu'il n'y a que moi qui peux voir mes alters. On est tout le temps ensemble et on partage pas mal de choses. Ils m'aident à faire des choses que je ne peux pas faire ou quand j'ai trop peur. La psy dit que Néo et tous les autres ont été créés par mon cerveau. On est la même différente personne. Néo et mon cerveau me protègent face à mes traumatismes. Ils m'aident à vivre. Les barrières de corail constituent le paysage de l'océan et contiennent 25% de la biodiversité sous-marine. Elles sont constituées entre la rencontre de petits animaux et d'algues complexes nommées zooxanthelles qui leur fournissent en substances nutritives et leur donnent cette robe colorée. Leur blanchissement est provoqué par l'acidification et le changement de température des eaux. Certains activistes ont compris l'importance de les protéger et ont entrepris d'éloigner de ces écosystèmes le tourisme et la pêche intensive. Dans le but de restaurer les récifs en péril, des coraux résistants à de plus hautes températures sont cultivés par des scientifiques en laboratoire. Ils ont pu mettre en œuvre une transplantation sur cadre afin de favoriser la propagation du corail sur le récif. Ces approches engagées permettent aux coraux de construire une résilience face au réchauffement climatique. Mais malgré ces actions, les chercheurs disent qu'il est probable que les barrières de corail disparaissent de 90% d'ici 2050. La prise de conscience de chacun pourrait faire la différence pour l'avenir de cet écosystème précieux. À ma naissance, j'étais un bébé en pleine forme. C'est en grandissant que les premiers signes de la maladie sont apparus. Je vois alors toutes sortes de médecins, mais mon cas s'aggrave sans qu'on ne sache vraiment ce que j'ai. On me dirige alors vers un institut français spécialisé. En 2017, le diagnostic tombe. Je suis atteinte d'une maladie neurodégénérative, la myopathie. C'est elle qui cause l'affaiblissement de mes muscles. Mais après le choc, c'est la compréhension. C'est un regain d'espoir pour ma famille, car savoir, c'est pouvoir guérir, ou tout du moins mieux vivre. Grâce à ce diagnostic, on sait que le gène est dans notre famille. Anticiper la dégénérescence que cause la maladie, c'est permettre un meilleur accompagnement et des meilleurs soins en sensibilisant les familles, comme le personnel de santé. L'étude de mon gène apporte sa pierre à l'édifice pour la recherche, afin de trouver des solutions pour moi, comme d'autres milliers d'enfants, et peut-être aider à comprendre d'autres pathologies similaires.
Une population en bonne santé forme la base du fonctionnement d'une société. Au-delà du devoir moral d'un accès à la santé pour tous, un bon diagnostic dans une structure où la data peut être partagée internationalement conduit à un système de santé plus performant et résilient face aux crises. Alors, formons, informons et communiquons. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Alors comme on dit chez moi, vivons au jour le jour. Et cela tout en continuant à croire en la coopération des communautés pour se préparer au mieux à l'inattendu et s'adapter à notre monde en constante évolution. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, les chocs technologiques sont devenus omniprésents, toujours plus intégrés et connectés à nos vies. Mais alors, la technologie est-elle toujours nécessairement un progrès ? Doit-on s'en protéger ? Au cinéma, bien souvent, la réponse est claire, notamment dans Terminator ou encore dans Matrix. La technologie a des intentions maléfiques, on ne peut la contrôler et elle veut nous asservir. Mais dans un autre registre, le cinéma nous a donné une des réponses les plus poétiques à cette question dans Blade Runner, le célèbre monologue des larmes dans la pluie. La technologie a donc une double nature paradoxale, et elle n'est pas nouvelle. Déjà vers 370 avant Jésus-Christ, Platon, en parlant de l'écriture, la présente comme un pharmakon, c'est-à-dire à la fois ce qui permet de prendre soin et ce dont il faut prendre soin, au sens où il faut y faire attention. Équilibre soigneux entre remède et poison. Tout comme un médicament, la technologie peut soigner, mais aussi détruire. Reste à nous d'en doser les bonnes quantités afin d'en rester bénéficiaires et limiter les effets secondaires. À nous d'être acteurs de notre bien-être, y compris technologiquement. Véritable tabou social, ne pas ressentir l'envie d'être parent et l'amour qui en survient est bien plus fréquent qu'on ne le pense, et le devenir peut être bouleversant. Si le refus s'y accompagne, l'enfant se construira en adulte avec des séquelles pour résister à ce traumatisme. Par crainte de revivre cet abandon, il aura de la difficulté à accorder sa confiance et à nouer des relations. Dans une tendance à dévaloriser sa personne, l'agressivité ou l'intériorisation pourront être des moyens de masquer cette blessure. Mais si le monde ne réagit pas comme il l'espère, la plaie s'agrandit au risque de sombrer dans la dépression. Quand les émotions se libèrent, la créativité jaillit et de nouvelles ressources surgissent. La parole, la thérapie ou encore la réflexion permettent une introspection et une compréhension du traumatisme. Suite à cette acceptation, la création de nouveaux liens sécurisants aide à l'émergence d'une nouvelle version de soi. L'homme était apparu il y a quelques millions d'années sur la Terre. Il avait débarqué sans invitation, une fois la table dressée,
les forêts déployées et les bêtes divagantes. La révolution néolithique, comme toute révolution, avait sonné la terreur. L'homme s'était autoproclamé chef du politburo du vivant, s'était propulsé au sommet de l'échelle et avait imaginé une flopée de dogmes pour légitimer sa domination. Tous défendaient la même cause, lui-même.